et messieurs, bonjour, très bon réveil, merci de nous accompagner et nous suivre régulièrement dans votre espace Bonjour d'Algérie. Nous sommes très heureux en tout cas de vous recevoir chez nous et de vous accompagner bien sûr jusqu'à 9h30. Nous sommes le jeudi 28 et nous aurons le plaisir de recevoir les rubriques habituelles du jeudi matin. Nous aurons le plaisir de recevoir donc Aïda Mchri dans un tout petit moment. La rubrique psychologie aujourd'hui, elle traitera de la prise en charge des maladies chroniques. Comment prendre en charge justement ces patients, cette pathologie avec bien entendu ses contraintes. Nous aurons également à recevoir Nafa Mezari dans sa rubrique high-tech. Aujourd'hui, il nous parlera de l'influence donc des nouvelles technologies pour faire de bonnes affaires. Comment faire de bonnes affaires avec aujourd'hui le e-commerce. C'est très intéressant, il viendra nous en parler. Bien sûr, cette frénésie autour donc des achats en ligne. Nous aurons également Siham Knouch dans sa rubrique à l'origine 2. Aujourd'hui, elle nous parlera des gâteaux traditionnels à l'origine 2, des makrout, des baklawa, pourquoi pas. En tout cas, on en saura un peu plus avec elle ce matin. Et puis, on aura Radia Boulmahdi aussi dans sa rubrique Algérie touristique. Elle continuera à nous faire visiter le sud du pays. Et cette fois-ci, c'est Tarit qu'elle a choisi pour nous faire donc voyager à travers cette belle oasis. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous ce matin. J'espère que vous allez rester attentifs jusqu'à 9h30 et puis rester en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, on va commencer avec la météo comme chaque matin, bien sûr. Midi et 19h, vous avez rendez-vous avec les nouvelles du ciel et c'est tout de suite avec Amel Arivi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Ça va? Très bien, merci. Prête à courir? Oui, tout à l'heure. Très sportive hein, en ce moment. Hein? Oui. Bon, on en a besoin. On sait que les températures vont continuer à rester... Ah, clémente quand oui, même, clémente, ça va, ça a baissé par rapport à hier. Non, non, ça va, c'est toujours dans les 20 degrés. D'accord, oui. Mais c'est pas bon. Bah non, pour un mois de novembre. C'est ce que vous nous avez dit hier, vous n'étiez pas contente. Du tout. C'est pour ça que entre la réaction d'hier et d'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Non, mais moi je veux de la pluie. D'accord. On veut de la pluie. Il paraît qu'il va y avoir des pluies dimanche. Inch'Allah. Oui, il y aura un petit changement. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura un ciel généralement dégagé, à peu nuageux, sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec probabilité de bancs de brume en ce début de matinée sur les hauts plateaux et de l'ouest, le centre ainsi que vers les Aurès. Par contre, on aura aussi des nuages bas assez denses, mais durant cette matinée sur les côtes. Puis le ciel restera peu nuageux tout au long de la journée. À noter des vents parfois assez forts, pouvant atteindre des 40 km/h sur les régions côtières. Au sud, rien à signaler, excepté un ciel partiellement voilé vers la Saoura, le Nord Sahara et le nord des oasis. Les températures, quant à elles, seront plutôt clémentes et douces pour la saison, avec toutefois un minimum de 16 degrés à Sétif, Batna et Djelfa, 19 à Tizi Ouzou, 18 degrés à Al-Bayad, 20 degrés à Mascara, 21 à Oran, Alger, également à Naba, 22 à Tlemcen. Au sud, on relèvera 24 degrés, Bécha, Gardaïa, Biskra, 27 à Hassim Saoud, Ouagla, Tamanrasset, Janet, 29 à Tindouf, Adrar, Salah. Et toujours le maximum à Bourj, Bedi Mokhtar et Ingzam avec 36 degrés. Et comme d'habitude, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera plutôt gris sur une grande partie du continent, avec des passages nuageux vers Paris, Prague, Varsovie, également Bucarest, Athènes et Marseille. Le mercure affichera 9 degrés seulement à Copenhague, 8 à Berne, 12 à Paris, 16 à Marseille, 17 degrés à Lisbonne, 11 Bucarest, également Prague, Varsovie, 17 degrés à Rome et le maximum cette fois-ci à Athènes avec 21 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. C'était donc des températures clémentes aussi en Europe. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et hivernales avec aussi. de la grisaille, mais ça va. Avec des températures assez agréables. Très bien. On vous souhaite une bonne journée. Merci également. Et un bon week-end également. Ah oui, On vous le week-end. retrouvera bien sûr à la télé tout à l'heure à 19h et midi Exact. pour d'autres bulletins météo. Et en attendant, on vous laisse repartir avec une belle chanson.
Voilà, on a le plaisir de la retrouver après cette belle chanson. On souhaite l'ehna à tous ceux qui nous regardent et surtout le bonheur à tous ceux qui nous suivent régulièrement dans Bonjour d'Algérie et bien sûr à notre amie Haïda Mchri qui revient chaque jeudi, chaque mardi également avec nous dans Bonjour d'Algérie. Bonjour Haïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Très très bien. Ça vous a mis en forme cette belle chanson? Ah et comment? Le petit rythme matinal. Non, non, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, vous avez donc décidé de nous parler donc d'une pathologie, deux pathologies en particulier, plusieurs, les maladies chroniques. Et beaucoup de personnes vivent avec cela depuis déjà bien longtemps ils apprivoisent leur maladie. Oui. C'est vraiment le cas de le dire. Oui. De plus en plus, les statistiques aujourd'hui l'affichent, les maladies, voilà, on comprend maintenant, on arrive mieux à parler, à dire, à citer, à nommer les maladies. Oui. Ben, on va commencer, le cancer, l'Alzheimer, le diabète, l'HTA, les tensions artérielles, beaucoup de maladies comme ça qui croisent les adultes, je dirais les enfants, mais on va laisser quand même une petite thématique à part pour traiter le sujet de l'enfant. Mais qu'est-ce qui fait que des fois on résiste? Qu'est-ce qui fait que des fois ça marche pas? Parce qu'il y a des séquelles, il y a des moments difficiles. Qu'est-ce qui fait que, voilà, on n'arrive pas vraiment à accompagner ces personnes pour leur offrir vraiment ce grand modèle? Aujourd'hui, au lieu de fêter l'événement de la journée ou célébrer les journées mondiales des différentes pathologies, et on est au seuil du sida, la journée mondiale de lutte contre le sida. Il me semble que c'est vraiment très fin, mais très intéressant aussi de revenir sur comment on peut aider, comment on peut réfléchir, comment on peut simplifier, juste pour expliquer que ce phénomène chronique qui s'installe comme ça, sur lequel probablement on ne prend pas suffisamment du temps. C'est ça, et qui va bouleverser toute une vie, l'entourage également. Donc c'est des régimes alimentaires, des restrictions aussi, c'est beaucoup de contraintes sur la vie et l'hygiène de vie aussi de la personne. J'ai eu la chance dans ma vie de travailler en tant qu'éducatrice thérapeutique relais dans le cadre de l'accompagnement des malades diabétiques. Et vous savez, le premier mot déjà chronique, on trouvait beaucoup de difficultés pour expliquer aux gens que le concept ou le terme chronique veut dire c'est quelque chose qui dure dans le temps et c'est pas réversible. Souvent un diabétique va rapidement demander oui mais quand est-ce que je vais guérir? Comment? Quel est le remède? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Tout ça. Il y a quelque chose comme ça dans les maladies et dans l'annonce de la maladie qui fait que il faut probablement expliquer aux patients et le dire. Le dire, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, ce n'est pas un traitement qui va vraiment aider à récupérer, à reprendre un peu le rythme quotidien comme avant. Et je crois que c'est la partie la plus dure et la plus difficile. C'est quand on comprend qu'on a perdu quelque chose et que, voilà, le symptôme va nous inviter à changer beaucoup de choses dans notre vie. Il me semble que si on s'arrête juste à cette petite phrase pour accompagner les personnes, pour leur dire qu'il y a quelque chose qui change ou qui a changé, que le corps il n'est pas parfait, il ne restera pas comme ça. Moi, je crois que c'est le grand pas à faire. Mais souvent, les gens se précipitent un tout petit peu vers les boîtes. 3 fois par jour, 2 fois par jour, il faut manger ça, ne pas manger ça, faire ça. Et ça ne va pas de soi. Il faut vraiment, si on veut travailler la psychologie, si on veut vraiment travailler le côté rentable dans la prise en charge d'une personne, c'est vraiment d'offrir et le médicamenteux, c'est tout ce qui peut être médical suivi, tout ça, mais aussi tout ce qui va avec côté psychologique. Et je n'exclus pas tout ce que ça peut englober comme choc, doute, peur. Et à l'époque, peut-être, on n'en parlait pas autant que maintenant. Aujourd'hui, les maladies n'étaient pas aussi détaillées, expliquées. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a donc Internet. Tout le monde peut aller cliquer sur la maladie elle-même et s'informer. On n'a pas besoin d'aller directement chez son médecin pour avoir toutes les réponses. C'est vrai que votre médecin traitant, il est là pour vous donner toutes les références de cette maladie, pour vous expliquer, pour vous donner les conseils, le médicament bien sûr, les médicaments à suivre bien sûr et le traitement à suivre. Mais aujourd'hui, pour s'informer, pour mieux prendre en charge sa maladie, aujourd'hui même l'expérience des autres peut
peuvent vous aider dans votre propre expérience? Énorme. J'ajouterais aussi tout le travail des associations qui travaillent sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des groupes de parole. Les salles d'attente, moi je n'exclus pas ça. Hein. Vous savez, vrai. Souvent, s'il s'agit de maladies héréditaires, l'échange d'expérience. C'est énorme. Si on a une partie héréditaire, vous savez que la personne, même si elle n'est pas directement touchée, ciblée, il y a quelque chose qui fait que on est préparé. Voilà, on dit on a des antécédents, voilà, il y a problème d'HTA. Quand bien même on serait préparé, c'est très difficile d'accepter sa maladie. Voilà. C'est ça la difficulté à prendre en charge. C'est le grand paquet, c'est le grand pas. Il me semble que même les professionnels travaillent soigneusement sur ça, parce que ce n'est pas facile d'annoncer à une personne qui a perdu ce trône, je ne sais pas comment le traduire dans la langue arabe, le trophée, ce trophée. Voilà, la trône que portent les personnes saines, en bonne santé, ne peut le voir que les personnes malades. Excusez-moi, je fais une mauvaise traduction, mais voilà. Ah, voilà, ça c'est beau. Bah oui, voilà. C'est très beau. C'est quelque chose aussi qui frôle un tout petit peu notre vie. Ça, du jour au lendemain, il y aura quelque chose dans le corps qui va se manifester parce qu'on n'aura pas le même équilibre, sauf si on a un régime alimentaire bien équilibré, sauf si on a une activité physique sur laquelle on peut s'appuyer et puis voilà, s'offrir une richesse et se projeter, sauf si on a un travail psychologique très profond, parce que je n'écarte pas aussi tout ce qui est santé mentale de l'individu, sauf si on prépare, on se projette dans tout ce qui peut être, tout ce qui peut nourrir notre vie. Tout ça nous permet de plus en plus de travailler pour qu'on puisse vraiment apprivoiser ces cycles de vie différents. Mais sinon, voilà, l'information vient vraiment bouleverser. Qui pourra imaginer du jour au lendemain qu'on peut vraiment vivre un mode de vie complètement différent, là où on doit calculer, mesurer les repas, prendre les traitements à une heure fixe. Ne pas s'énerver, par exemple, pour un hypertendu, faire attention aux colères, faire attention à ce qu'on mange, pas de sel, beaucoup de restrictions à tous les niveaux. Et c'est pour ça que le changement de comportement déjà d'emblée, si j'exclus tout ce qui va avec, hein, choc, peur, hésitation, déni, il y en a beaucoup de gens qui vont faire abstraction à tout ça, et ils vont continuer à manger comme d'habitude, tout ça. C'est une manière de résister, mais de prendre le temps de digérer aussi l'information, de prendre pied. C'est comme quelque chose, c'est comme les buvards qui absorbent un peu le flux de l'information. Et il me semble que cette partie de changement de comportement, c'est là où il faut vraiment travailler avec les personnes pour les inviter à associer quelque chose de nouveau ou à chercher un contexte familial. Il faut impliquer probablement le couple, impliquer les parents, impliquer les personnes proches pour qu'ils puissent vraiment vivre les choses de la même manière. Ce ne sera absolument rien d'expliquer à un membre de la famille qui doit manger, équilibrer tout ça au moment où tout le monde s'amuse à jouer. Les fêtes de l'Eid par exemple, le Mouloud, c'est très difficile de faire des restrictions. Moi je dirais, si on garde juste le quotidien sur l'année, fêter avec tout le monde une fois par sur quelques mois, c'est pas grave du tout. En se surveillant. Voilà, mais il faut avoir l'idée déjà d'emblée. Il faut vraiment choisir le moment. Si je parlerais d'un diabétique qui doit manger à une heure fixe, ça ne sert absolument à rien de décaler le repas pour tout le monde et la table à 20h ou à 20h30 au moment où il doit manger à 19h et c'est leur limite. Donc impliquer la famille pour qu'ils puissent tous vivre le même phénomène, mais aussi la même dynamique. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, prendre en charge sa maladie et surtout l'accompagner avec le reste de la famille. C'est un total bouleversement au sein donc, de la famille, des amis, l'entourage. C'est très important. On va voir ensemble un reportage d'ailleurs. Notre journaliste Nour Houda qui a travaillé sur la prise en charge de la pathologie du diabète justement. Et ça s'est passé donc au niveau donc de Bouchnafa, cette antenne donc médicale et médicalisée qui a donc fait une rencontre autour donc du dépistage du diabète et prise en charge du diabète. Regardez, on se retrouve juste après.
Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre le diabète. L'établissement public de santé de proximité Sidi Mohamed Bouchnaba ouvre ses portes pour une éducation sanitaire pour la lutte contre le diabète. Donc il faut savoir que le slogan de cette année, c'est la famille et le diabète. C'est la deuxième année où l'OMS reconduit ce thème. Pourquoi? Parce que le diabète, on a un recensement mondial, c'est 500 millions de cas dans le monde. Donc, et l'Algérie, c'est 2,8 millions de cas en Algérie. Donc le but, c'est de faire de la prévention. Vous savez que le système national de santé, c'est en forme de pyramide. Les unités de soins de base, qui sont les établissements publics de santé de proximité, lesquels on reconnaît les polycliniques et les salles de soins, sont les maillons forts pour lancer les messages de prévention et l'éducation sanitaire. Donc le but de cette journée, c'est donner le maximum d'éducation sanitaire et lutter contre le diabète. Le diabète, c'est un fléau social, c'est un problème de santé publique. Donc donner le maximum. Attends, je prends une pause, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, qui est le 14 novembre chaque année, le PSP Sidi Mohamed Bouchnaba organise une journée porte ouverte pour les malades le 12. Donc la journée se déroule on reçoit tous les malades, tous les patients de n'importe quelle wilaya, de n'importe quelle région d'Alger, et on l'inscrit, on lui fait le dépistage. Si on trouve une glycémie élevée, on l'oriente, on a des médecins internistes et nous, comme étant généralistes, on prend en charge les diabétiques. Si son diabète c'est compliqué ou il est compliqué, on l'envoie à la maison du diabétique. C'est pour désengorger la maison du diabétique qu'on fait ça. À l'occasion de cette journée du diabète, nous avons lancé une journée de sensibilisation et de formation pour le citoyen algérien afin de se prendre en charge en ce qui concerne sa santé. La santé aujourd'hui, c'est quelque chose de capital. Donc il faut vraiment prendre soin de façon rigoureuse. Donc actuellement, nous avons mis tous les moyens possibles pour donner de l'information à tous les citoyens algériens comment se prendre en charge en ce qui concerne l'alimentation, l'activité physique, ainsi que le traitement, c'est dans le cas où ils sont diabétiques. Nous avons élaboré la journée d'aujourd'hui au niveau de Polyclinique de Bouchnaba H24 de l'EPSP de Sidi Mohamed, avec la collaboration de l'équipe médicale, de l'équipe paramédicale qui est là aujourd'hui présent à faire un dépistage précoce afin d'éviter d'augmenter le nombre de diabète en Algérie. Je suis venu de passage, j'ai demandé s'il y a des dépistages ici à la polyclinique Bouchnaba, des dépistages de la glycémie, c'est bien ça. Je trouve que c'est bien, parce que j'ai une petite tension un peu élevée. Je vais essayer de trouver si je suis touché par la glycémie ou bien triglycérides ou bien toutes les maladies. Cholestérol, ça marche ensemble, non? La glycémie, c'est ça. Je suis venu pour connaître. C'est important, c'est très important. Parce que la glycémie, c'est une maladie qui peut toucher l'œil, qui peut toucher les nerfs du cerveau, qui peut toucher les veines. La circulation sanguine ne marche pas bien, il y a toute une anomalie. قالوا لي كاينه ميسيو في بوشنافه تاع داء السكري وانا ديابيتيك تاع الجوف غروزيست اذا جيت باش نعرف واش كاين عادي اي ميدسان ندوز عنده نهضر مع الكا تاعي نوري له الحاله تاعي كيف شداتني وما ينصحوني بمعلومات اللي نستفاد بها. Voilà, on a pu voir en tout cas beaucoup de personnes qui étaient heureux de passer et voir un petit peu faire ce dépistage. Oui. Ils étaient fixés. C'est très important. On a pu voir que le diabète, par exemple, une des maladies chroniques qu'on a pu citer ce matin, qui a été prise en charge cette fois-ci par le médical, bien sûr, et comment est-ce que l'OMS aujourd'hui a favorisé le diabète
et la famille. C'était la thématique de cette année. Je crois que moi, ce que je retiens un tout petit peu, c'est la qualité d'information, les petits calepins, les personnes qui sont là, les portes ouvertes, accueillir les gens pour transmettre l'information, simplifier. Cette invitation, c'est ça et le dépistage. Oui. C'est parce que le plus important, c'est un tout petit peu d'inviter les gens à ce qu'ils puissent se mettre dans la tête que du jour au lendemain, il peut y avoir des petits bobos comme ça dans le corps ou des petits soucis de santé sur lesquels il faut creuser, faire les bilans, il faut contrôler de temps en temps, il faut vraiment s'inviter à se soigner. Nous, il me semble qu'on va dans l'autre sens, c'est que, sauf s'il y a la douleur qui bouleverse, qui nous empêche de dormir la nuit, que la personne prend son sac ou son cartable pour se déplacer, prendre rendez-vous et se soigner. Être vraiment... apprivoiser, se réconcilier avec la blouse blanche, trouver le compromis pour pouvoir penser à soi-même, se soigner. Moi, je crois que c'est la bonne... Vous m'avez fait rire en disant le phénomène de cette blouse blanche qui fait peur, hein, quelquefois, et on l'appelle ça le syndrome de la blouse blanche. Et donc, quelquefois, on va aller chez son médecin, on veut prendre la tension, et tout d'un coup, la tension monte. Ça, c'est aussi un phénomène psychologique, Aïda. Absolument. Et c'est pour ça que je retiens aussi l'image des assistantes qui laissaient un peu les personnes 10 minutes, tout ça, se reposer, histoire de reprendre le souffle et de s'installer pour pouvoir reprendre les mesures. Mais ça va de soi, regarde, c'est vraiment collé. C'est les petits anneaux comme ça qui font que, qu'est-ce que c'est qu'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est qu'inviter à avoir l'information, qu'est-ce que c'est que... Mais c'est une manière de vivre aussi. La pathologie aujourd'hui ou les maladies chroniques, si on veut vraiment souligner le concept comme ça, c'est une bonne invitation à pouvoir continuer à vivre, à courir, à faire du sport, à manger, comme tout le monde, mais avec une manière plus saine et avoir cette autonomie de pouvoir s'inscrire. Et je crois qu'aujourd'hui, ça ne sert absolument à rien de pouvoir se tenir, porter les personnes, les consoler. C'est comme si que leur révolte et leur colère et leur détresse et leur... anxiété, c'est quelque chose de négatif qui n'ont pas le droit d'être vraiment de déprimer ou de passer par des moments difficiles. Pour eux, c'est vraiment catastrophique. Moi, il me semble, j'ajouterai juste une phrase, que c'est grâce à tous ces sentiments qu'ils viennent, que derrière tout ça, il y a la volonté de pouvoir changer les choses après. S'il n'y aura pas tout ça, si on interdit à une personne de pleurer, de sentir, de vraiment crier, de bouleverser les médecins aussi, qui n'est pas mauvais. Dire aux médecins, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas trouvé le remède, pourquoi vous êtes trompé, j'ai pris une mauvaise dose, plus ce marchandage. Cette colère, je dirais, qui secoue les professionnels, elle est aussi bénéfique pour eux parce que c'est ce qui leur permet d'organiser des journées, de sortir, de trouver les mots, de faire des recherches, de réfléchir à améliorer les choses. Ça vient pas comme ça, mais c'est vraiment une demande de détresse qui entoure les personnes et de là où ces professionnels réfléchissent à leur tour pour pouvoir offrir l'information au bon moment à une personne qui a vraiment besoin de cette clé. Et toujours relativiser en disant c'est quand même une bénédiction de mettre un mot sur une pathologie et de trouver son mal. Quelquefois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver justement le nom de leur mot et de cette maladie. Donc, surtout que ce sont des maladies quand même qui sont létales. Quelquefois, par exemple, si par exemple cette personne n'a pas su qu'elle avait un diabète et qui est morte sans avoir su que justement elle avait des problèmes. Moi, je vais t'inviter à voir encore dans la profondeur des choses. S'il s'agissait d'un chemin avec médecin, ça c'est clair, c'est un seul chemin. Mais il y en a d'autres qui préfèrent des thérapies différentes, d'autres qui préfèrent prendre des tisanes, d'autres c'est une prière pour pouvoir apaiser un peu l'âme et l'esprit. Cette richesse de pouvoir vraiment trouver plusieurs volets dans la prise en charge de l'individu fait que la personne peut se tromper de porte, peut prendre peu par rapport à ce qu'elle a besoin. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est important de dire
on est dans le cycle de vie de chacun de nous, obligé de changer nos comportements, mais aussi d'accepter de lâcher prise. Parce que pour les personnes qui ont le contrôle, qui aiment planifier un tout petit peu leur vie, qu'il faut sortir, courir, préparer, manger dehors, tout ça, il y a quelque chose dans la vie qui nous apprend qu'on ne peut pas se permettre, qu'il faut vraiment accepter le changement, qu'aujourd'hui c'est différent, que probablement pas cette nourriture, là où il faut vraiment accepter de casser ce programme. Donc ça va de soi, donc dans les deux sens, que ce soit dans l'organisation et l'énergie qu'on doit mettre sur la table ou dans l'économie de cette énergie qu'on doit reprendre. Et il me semble que permettre juste à ces personnes de pouvoir dire les mots, de pouvoir parler de leurs sentiments, c'est un grand pas. Permettre à ces personnes de parler d'eux-mêmes, de leur maladie, et puis de les accompagner dans ce qu'ils peuvent apporter du moment du choc au manque de l'information, au moment de l'acceptation et au moment de la prise en charge de leur l'équilibre. maladie. Tout à fait. Bien sûr, on a pris comme exemple aujourd'hui le diabète parce que c'est une maladie peut-être une des plus courantes et les plus généralisées aujourd'hui. Mais sinon, il y a aussi d'autres pathologies. Énormes. Il y a la tension artérielle, il y a quoi d'autre encore? L'Alzheimer. Oui, l'Alzheimer, c'est très dur pour les parents. Oui, il y en a tellement. Je dirais, alors, je n'exclus aucune maladie comme ça. Le plus important à retenir, c'est que quand ça dure dans le temps, il nous semble que c'est comment vraiment apprivoiser les choses et garder le bon souffle pour pouvoir vraiment construire les choses à long terme. La sarcoïdose aussi, ce sont donc des maladies très lourdes à vivre seul. Donc c'est pas possible de les vivre seul. Il faut les vivre aussi avec des professionnels qui viennent surtout vous encourager surtout et vous épauler surtout dans la prise en charge. Donner de la cette bonne maladie. information, accompagner, soigner, donner le bon traitement et les bonnes formules. Voilà, les maladies de la lune, les maladies de la peau, voilà, tout ça, l'intolérance au gluten, tout ça, ce sont des maladies qui sont lourdes aussi à porter pour des individus. En tout cas, merci beaucoup Aïda pour toutes ces explications et surtout les conseils que vous nous donnez chaque jeudi et mardi matin dans Bonjour d'Algérie. Le rendez-vous est pris, comme à chaque fois. Inch'Allah. On vous souhaite bon courage. Merci à vous. Et puis bon week-end. Merci à vous. Merci. Eh bien, on continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Lamia Bedbouda qui, elle, nous fait un gros plan sur des ateliers d'initiation aux enfants. C'est au niveau donc, du centre culturel Issa Messoudi du Sindé. On se retrouve juste après. Comme chaque mardi après-midi, le centre culturel Aïssa Messoudi du Sendé accueille des centaines d'enfants qui s'adonnent à diverses activités socio-culturelles et sportives. Dans l'atelier des travaux manuels, on confectionne différents objets décoratifs avec différents matériaux. Mais aujourd'hui, c'est dessin libre et c'est plus qu'un loisir. On peut découvrir de véritables artistes. حنايا نديرو اشغال يدويه واليوم ما جبناش لي زافاغ على بها درنا حصه رسم موالفين نخدموا فانوس شمع و كيما هكا. Le club des loisirs scientifiques a aussi ses adeptes. Ici, on fait des expériences scientifiques ou physiques très ludiques qui développent souvent le goût des sciences en s'amusant. كاين ما كنتش حوايج ما كنتش نفهمهم بعد وليت نفهمهم خدت شفتهم قدامي وبالتجارب وانا درتهم يعاونونا وينشطونا الذهن تاع الدماغ تاعنا ويخلونا نستفاد الذكاء تاعنا ويخلونا نستفادوا ونكتشفوا بزاف معلومات. Ici, on dessine et on peint des maisons, des paysages aux couleurs chatoyantes. Chacun fait appel à son imagination sous la houlette d'un professeur de dessin qui essaye de fédérer tout ça, sachant que le dessin et la peinture sont souvent recommandés pour le développement du cerveau et pour la créativité. On fait du dessin et on fait de la peinture. Tu aimes dessiner? Oui. Pourquoi tu aimes dessiner? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de plus facile. Tu aimes dessiner quoi? Qu'est-ce que tu aimes dessiner? Des maisons. Des maisons. Et dis-moi, ta couleur préférée c'est quoi? Le rouge. Pourquoi cette couleur? Pourquoi? Parce que j'aime les cœurs. Tu aimes les cœurs? C'est rouge.
haute volée est consacrée au Vovinam Viet Vo Dao, un art martial originaire du Vietnam. C'est un condensé de plusieurs arts martiaux, inspiré également de mouvements de boxe. فيت فو داو هو فن قتالي فيتنامي يعني جابوا الأستاذ محمد جواج سنة 2001 بالجزائر وتحصلنا على ألقاب عالمية وتأسست اتحادية وطنية لفيت فو داو وإحنا دوكا رانا المدربين اللي علمهم الأستاذ جواج يحافظوا على الرياضة هذه وننشروها على التراب الوطني. الرياضة هذه تنحي الضغوطات النفسية سورتو المراهقين وبالنسبة للدراري ماشي رياضة فردية برك، المهم نروح الجامعة باش يتأقلم في المجتمع. باش ندير فيت فو داو باش ندافع على روحي، باش نتعلم ندافع على روحي، باش نشارك في المنتخبات. Pour clore notre visite du centre culturel, nous avons eu la chance d'assister aux répétitions d'un jeune groupe qui a un énorme potentiel. Apprécions. Sur le plateau, vous avez pu voir ces ateliers, ces activités pour les jeunes et pour les enfants. C'était donc un reportage signé Lamia Bedbouda. Eh bien, comme je l'ai annoncé en début de sommaire, nous allons parler des bonnes affaires. Et comment faire de bonnes affaires quand bien sûr les réseaux sociaux sont là et surtout le e-commerce aujourd'hui nous permet de faire de bonnes affaires. Nafer Mezari, dans sa rubrique high-tech, va nous en parler aujourd'hui. Bonjour Nafer. Bonjour Amel, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va? Ça va, je vous remercie et vous? Ah, il faut bien, il faut bien. Alors, la quête des bonnes affaires, aujourd'hui, c'est un phénomène de mode, exactement, il faut le dire. Oui, on est toujours à la recherche des bons plans, on est à la recherche pour faire des bonnes affaires justement, et on n'a plus le temps en fait de courir par-ci par-là pour chercher dans les magasins comment on peut acquérir les meilleures choses au meilleur prix. Exactement. Voilà. Et c'est justement le rôle des nouvelles technologies, notamment le e-commerce qui s'est développé à grande échelle et à grande vitesse en Algérie grâce aux nouvelles technologies comme les smartphones ou l'utilisation de la connexion haut débit. Et comme on voit en cette période justement où il y a pas mal de promotions, que ce soit partout dans le monde, et donc l'Algérie suit justement ce rythme ou peut-être ces tendances logiquement, puisque ça se développe de la même manière. Économiquement, pour chaque magasin, chaque marque, c'est une façon aussi de faire des bonnes affaires à eux aussi. Tout à fait, tout à fait. On ne va pas se le cacher, c'est-à-dire c'est une période où certains pays ou certaines régions du monde ont des promotions en préparation des fêtes de fin d'année, exactement. Automatiquement, c'est-à-dire que ce soit ces web marchands à l'international ou ces magasins vont faire des rabais à grand pourcentage, et c'est des tendances que le commerce, que ce soit en Algérie ou à l'international, va suivre. Et c'est un comportement, c'est-à-dire de l'humain dans la consommation qui s'est développé surtout en Algérie, grâce notamment aux sites qui proposent des marchandises ou des services à travers des sites internet ou à travers des applications ou même sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, c'est un phénomène marketing. C'est un phénomène marketing qui permet néanmoins de faire quelques bonnes affaires. Voilà. Si on est là à dénicher les bonnes affaires, c'est aussi comme je veux dire ce vendredi spécialement, il y aura certainement des rabais dans la plupart des grandes enseignes commerciales qu'il y a en Algérie, que ce soit au niveau des centres commerciaux et tout. Mais surtout qu'on a justement relevé que pas mal de web marchands, pas mal de personnes qui font du e-commerce sur les réseaux sociaux, profitent aussi de cette même période pour faire justement des rabais sur leurs produits ou sur leurs services. C'est un phénomène peut-être qui a aucune relation, on va dire, avec notre société, qui a aucune relation avec notre comportement, mais qui
à travers justement ces rabais qui se font partout dans le monde, le commerce, le e-commerce algérien a suivi le rythme et donc va proposer en une seule journée, je veux dire, des rabais très importants sur. Incroyable. Voilà, partant de 50. Alors si on devait parler de l'origine donc de ce phénomène donc d'achat frénésique sur les réseaux sociaux, ça s'appelait en fait. Ça s'appelait le Black Friday qui vient des États-Unis, qui est le dernier vendredi du mois de novembre, justement, qui est en préparation aux fêtes de fin d'année où on va s'offrir des cadeaux et tout. Donc c'est une vente très flash, c'est-à-dire c'est au bout de 24 heures. On doit faire le maximum d'achats et les meilleures affaires avec justement des rabais allant jusqu'à 80% sur certaines marques. Ce phénomène s'est développé aussi en Europe, bien sûr, dans certains pays qui proposent aussi maintenant non seulement pas uniquement le jour du vendredi, mais peut-être un jour avant et même un jour après. Mais ce qui a été remarqué, c'est que la plupart des bonnes affaires se font sur Internet. Et donc, c'est le e-commerce qui a gagné presque 60 à 70% des parts de marché, c'est-à-dire en matière d'achat, par rapport aux achats qui se font justement dans des boutiques classiques. Voilà. Et ce phénomène, c'est-à-dire, vu que l'Algérie n'a plus à envier quelque chose vis-à-vis des nouvelles technologies ou peut-être c'est-à-dire des tendances en matière de nouvelles technologies, c'est-à-dire le commerçant algérien ou bien le consommateur algérien s'est vu aussi attribuer ce phénomène-là, justement. Et beaucoup de web marchands, justement, sont en train de faire de la promotion pour parler, justement, de rabais extraordinaires pour la journée de demain à partir d'aujourd'hui minuit. Voilà. Tous les jeunes sont aux aguets. Tous les jeunes sont aux aguets, tous les jeunes se sont abonnés pratiquement à toutes les applications qui proposent, c'est-à-dire qui proposent les services, les voyages, exactement, même les soins, tout ce qui est VTC, tout ce qui est véhicule, c'est-à-dire location de véhicules. Ça part même dans les livraisons de colis et de courriers, comme on a vu avec des entreprises publiques comme EMS qui proposent aussi des rabais tout au long de la fin de l'année. Mais on parle aussi de e-commerce qui propose des rabais pour une seule journée. Donc, et là il faut être aux aguets justement pour faire la bonne affaire, peut-être notamment sur les produits des nouvelles technologies comme les smartphones, les petits gadgets qui suivent justement notre quotidien, puisque ces produits-là vont connaître aussi d'importants rabais sur les e-commerce qu'on connaît. Et aujourd'hui, il y a même des enseignes qui proposent donc des rabais encore plus, c'est-à-dire en achetant en ligne. Exactement, puisque il faut savoir petits pourcentages, enfin. Il faut savoir que l'avantage en fait de l'achat en ligne, c'est qu'on n'a pas en fait de boutique physique, on n'a pas les charges qu'ont les boutiques exactement physiques, les boutiques classiques en matière de charges d'électricité, de location ou peut-être même d'impôts, puisque la plupart des e-commerce sont exonérés, exactement. Donc ce que font les web marchands, c'est qu'ils ont une sorte de dépôt qui est bien organisé, bien évidemment, mais qui ne nécessite pas autant de moyens qu'une boutique normale. Donc c'est pour ça qu'on trouve beaucoup plus d'affaires en ligne et peut-être même des produits qui sont disponibles en ligne qui ne sont pas disponibles. Bien qu'aujourd'hui le débat est partagé. Hein. Il y a justement peut-être aussi le phénomène de travail acharné au niveau donc des employés qui souffrent justement de cette frénésie, ces achats et ces livraisons. C'est une période rapides. qui va connaître exactement une certaine ébullition des consommateurs et une nouvelle fois c'est-à-dire des commerçants qui doivent suivre le rythme des demandes. Et la cadence. Exactement, que ce soit des commandes des gens, des livraisons. Mais maintenant, il y a une sorte d'écosystème qui s'est mis en place, que ce soit les e-commerçants, les consommateurs, avec aussi les modes de paiement qui se sont développés. Il y a pas mal de e-fournisseurs qui proposent le paiement à la livraison, qui proposent aussi le retour gratuit, c'est-à-dire pourquoi? Parce que justement cet écosystème s'est mis en place, il y a toute la logistique qui s'est développée autour. Donc pour ce qui est de la livraison, maintenant on a des prestataires qui font de la livraison express, qui sont partenaires, donc, et qui proposent aussi, même si en cas d'insatisfaction des clients, donc vont restaurer, c'est-à-dire le produit en 24 heures voire 48 heures. Et donc par conséquent
on n'a plus, c'est-à-dire les contraintes qui vont nous pousser à aller vers des achats normaux, mais tout à plutôt... fait. Quand on parle de l'intérieur du pays, Quand mais on quand parle on parle de de l'intérieur du l'extérieur, pays, exactement, ça c'est un peu plus compliqué. C'est dépendant Le aussi renvoi, si la marchandise ne nous convient pas, si c'est pas la bonne couleur, si on s'est trompé dans les tailles, etc. Il y a d'autres paramètres à prendre en considération, notamment c'est-à-dire l'aiguillage des compagnies aériennes, à savoir que cette période va connaître une grande affluence de personnes qui vont voyager, exactement. Donc automatiquement, il y a certainement certains retards. Il y a aussi tout ce qui est service de douane et qui peuvent aussi... on va pas dire freiner, mais retarder ce genre d'envoi. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus ce pourcentage de satisfaction augmenter. Pourquoi? Parce que justement, le fait de faire revenir le produit ou peut-être l'insatisfaction de l'un ou de l'autre n'est pas positif ni pour le consommateur ni pour le commerçant. Donc ça va relever des frais, ça va aussi jouer sur la crédibilité de ce commerçant. Donc automatiquement les gens essaient de satisfaire au mieux justement les demandes, et c'est pour ça qu'aussi il faut faire très attention en faisant ces achats, que ce soit aujourd'hui ou peut-être... Quel est le revers de la médaille dans ces opérations? Est-ce qu'il peut y avoir donc des arnaques? Il faut savoir que voilà, actuellement les web marchands ne proposent pas de e-payment, puisque justement la solution est disponible, mais le cadre légal vient tout juste d'être, je veux dire, bien fait, exactement. Donc automatiquement, il y a certaines choses qui sont en train de se mettre en place, mais la plupart des web marchands le proposent, c'est-à-dire des marchandises qui vont être payées à la livraison. Donc il faut faire aussi très attention à certains commerçants qui font, c'est-à-dire de particulier à particulier, qui proposent de vous donner, c'est-à-dire leur compte, et d'effectuer un paiement en attendant d'avoir, c'est-à-dire la marchandise. Et là, il faut savoir qu'on n'est pas protégé par le cadre légal du fait est que cette transaction, c'est-à-dire qu'on assumera pleinement sa responsabilité, et qu'en cas justement de mésaventure, c'est-à-dire le consommateur sera la grande victime, et c'est-à-dire la traçabilité de cette transaction justement n'est pas possible. Pourquoi? Justement parce que le e-payment propose cette sécurité de transaction à travers justement une traçabilité informatique. Ce genre d'opération, c'est-à-dire ça pousse à la bonne foi de la personne, et donc automatiquement c'est pas tout le monde qui est de bonne foi. Exactement, il faut faire très attention, que ça soit même donner ces informations à travers les réseaux sociaux. Il faut vraiment vérifier l'authenticité de ces gens qui font que... Pardon, excusez-moi. Les nouvelles technologies, c'est ça? Les nouvelles technologies, étant donné qu'on a tout mis en silencieux, mais ça reste que c'est incontrôlable. Voilà, donc il faut faire très attention justement, parce que certaines personnes peuvent user de votre identité, de vos informations bancaires, justement, ou postales. Donc il faudra faire très très attention en effectuant ces achats. La plupart des web marchands proposent le paiement à la livraison. Donc il faut rester sur cette tradition en attendant justement que le mode de e-payment se développe encore plus, et pouvoir utiliser justement sa carte bancaire ou sa carte Gold. Et ça fait plaisir à beaucoup de personnes, puisque c'est en même temps une façon de faire travailler beaucoup de monde. Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Tout ce système, cet écosystème a créé beaucoup d'emplois. Beaucoup justement de web marchands sont issus de jeunes startups, c'est-à-dire de jeunes développeurs qui ont développé que ce soit des plateformes internet pour proposer des services ou des produits, ou bien des applications pour mobile justement, ou de transport. Ou même de transport, c'est-à-dire c'est des tendances mondiales qui sont en train de se développer, parce que l'écosystème est favorable en Algérie actuellement. Mais il faut voir aussi que le consommateur aussi est en train de demander certaines choses. Peut-être qu'il est en train de voir à la télévision, qu'il veut être à la page et tout, et donc par conséquent ça développe aussi des marchés pour des gens qui sont en manque d'idées. Donc automatiquement il faut juste être à l'écoute des consommateurs qui sont en train quotidiennement peut-être de publier certaines choses sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus vraiment un indicateur des consommateurs. Donc c'est à travers justement ce genre de publication qu'on va comprendre le comportement de ces consommateurs, la demande, adapter cette demande justement à nos consommateurs. Et c'est ce qui est en train de se faire justement avec ces tendances de rabais qui connaissent vraiment une grande affluence. On va certainement trouver même des problèmes
peut-être de connectivité ce soir, étant Oui. donné qu'il y aura une grande affluence sur les sites internet, sur les aussi réseaux mobiles. Ça va commencer à minuit. Ça va commencer à minuit, Ça va se mais terminer. je pense que les gens vont être beaucoup plus aux aguets bien avant, genre vers les coups de 22h, étant donné que les bonnes affaires vont se faire les premières minutes. Il y a D'accord. certaines applications, certains sites sur Internet qui vont proposer des ventes flash, c'est-à-dire la première heure. Waouh. Et donc, par conséquent, vont pousser le consommateur à être présent les premières minutes. Vous allez y être aussi parmi ces J'espère, ces personnes. voilà, essayer de faire un ou deux bons plans, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi tomber dans la consommation, c'est-à-dire Ne obligatoire. pas se ruiner aussi, hein, Exactement, pour rien. C'est pas parce que... il faut aussi prendre la précaution de comparer réellement avec est-ce que c'est réellement une bonne affaire à faire, est-ce que c'est vraiment un rabais ou juste le fait d'être dans cette frénésie, dans cette ferveur d'achat qu'on va être poussé à On va regretter consommer, par la exactement. suite. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, essayer de faire attention, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les web marchands, à faire de bonnes affaires, c'est-à-dire d'une manière légale et d'une manière assez, je veux dire, réfléchie. Très bien, Voilà. très bien. Voilà, tous les conseils, vous les avez donnés. C'est donc un phénomène de mode qui est aussi arrivé en Algérie depuis déjà On va dire les 2 dernières années, ça a vraiment connu une grande affluence par rapport à cette période spécialement. Et voilà, donc maintenant que l'écosystème propose ça, il faudra aussi l'adapter à notre besoin. Tout à fait. Ce sont donc les nouvelles avantages, les Exactement. avantages donc des nouvelles technologies, je voulais dire. Très bien. Merci beaucoup, Nafa. Je vous remercie. On vous Bon souhaite- week-end. Bons achats aussi à tous nos consommateurs. Tout à fait. Merci, vous aussi également. Bon week-end. Et puis, on vous retrouvera avec grand plaisir Inch'Allah. dès mardi. Mardi. Inch'Allah, avec Soumaïa Salouali. Eh bien, on continue. Je vous invite tout de suite à plonger dans le traditionnel avec surtout ce savoir-faire bien de chez nous. C'est un portrait qu'a réalisé pour nous l'ami Abed Bouda qui a rencontré un jeune chef pâtissier. Il s'appelle Riyad Boutouil. On va le retrouver juste dans le reportage. On aura une chanson bien avant. Alors, c'est la chanson de Gad Diwan Bachar. Et on retrouvera bien sûr nos 2 rubricards du jeudi. صلوا
على نبينا سيادي صلوا نبينا صلوا على نبينا بركاتي لله طبيبة صلوا على نبينا النبي محمد صلى على نبينا سيادي صلوا نبينا صلوا على نبينا بركاتي لله طبيبة صلوا على نبينا والنبي محمد باللطف الخافي وجود باللطف الخافي جود باللطف الخافي ولا اله الا الله الله يا مولانا ولا اله الا الله يا الله يا مولانا يا الشافي يا عافي يا الشافي يا عافي يا الشافي يا عافي يا الشافي يا عافي جود باللطف الخافي جود باللطف الخافي جود باللطف الخافي جود باللطف الخافي ولا اله الا الله يا الله يا مولانا ولا اله الا الله يا مولانا De retour sur le plateau, c'est pour vous mettre dans l'ambiance parce que nous allons parler dans un tout petit moment de Sud, du pays bien sûr, de la musique du Sud et du paysage et panorama du Sud avec Radia Boulmali dans Algérie touristique. Bonjour Radia. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Et c'est vrai, on va particulièrement dans la région de Béchar. Hein. Ah bah oui, eh bah oui. Vous avez pile poil choisi vraiment l'extrait musical, ouais. Voilà. C'est très bien. Très bien. Eh bien, on va parler aussi avec Siham Knouch d'origine, donc à l'origine de. Aujourd'hui, elle nous parlera des gâteaux traditionnels. Bonjour. Bonjour Siham. Amel. Comment ça va? Oui, ça va, bah, ça va. Voilà. Très belle couleur déjà que vous portez. Oui, un joli bois de rose, c'est un tricot acheté par ma maman. Merci maman. Ah, elle est gentille. On l'embrasse aussi si elle nous regarde. Voilà. Ah, elle nous regarde. Sûrement. Très bien. Alors, on va commencer par vous, Siham. Il n'y a pas de souci, ok. On va saliver avec les gâteaux que vous avez ramenés. Oui, en fait, ce sont deux copines qui m'ont acheté des gâteaux. Et elles sont très gentilles. Je dis, voilà, là, je peux pas, voilà, j'ai pas le temps. Et elles ont bon goût parce qu'elles ont bien choisi. Mais en fait, nommer nos gâteaux, on va nous donner une petite corbeille avec plein de jolies douceurs. Sachez que chaque gâteau cache une histoire. C'est-à-dire que chaque gâteau, dans cette assiette bien garnie, si vous regardez bien, j'ai habba qtaïf, habba tcharek, habba mqrout, habba harissa, si on veut, et puis la reine des assiettes. Baklawa. J'adore. Alors, mais quelle est l'histoire qui se cache derrière chaque mets? On commence par quoi, mesdames, je vous laisse choisir. Radia, à votre avis, par quoi on peut commencer? On reste sur le rose. Allez. On reste sur le rose. On reste sur le rose. Ça continue avec le bois de rose. D'accord. Oui, par exemple. Attends, regardez. Vous étiez à l'antenne. D'accord, avec une harissa rose, ça va bien avec mon tricot. Ah oui. C'est une belle pose que je peux faire comme ça, avec une belle photo. En fait, ça, c'est une pâte d'amande, d'accord? Ce qu'on appelle harissa à l'algérois. Parce que si vous partez à Constantine ou à Tunis, vous dites harissa, vous allez vous retrouver avec des qalbelos. D'accord. Je pensais que c'était la fameuse sauce tomate piquante. Oui, ça aussi. Voilà. D'autres déclinaisons donc de harissa. Oui. Ça, c'est plus traditionnel. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment plus traditionnel, c'est plus ancestral. C'est vrai que les colorants, à une certaine époque, n'existaient pas, d'accord? Oui. Mais, comme je disais, le nom, déjà, harissa, c'est typiquement algériois. Bon,
le centre algérien, parce qu'en fait, ça vient de Harassa, Hadjem Haroussa, ok? Donc ça, c'est de l'amande pilée et non pas, si vous allez, comme je le disais, en Tunisie, ou par exemple, même à Tlemcen, hein, ou à Constantine, Harissa, c'est qalb al-lawz. D'accord? Mais quelle est l'origine de ce mets? Il vient d'où? Au fait, l'amandier en général, parce que bon, c'est de la pâte d'amande, ben, ça vient de l'amandier. Alors l'amandier, l'arbre en lui-même, il nous vient de l'Asie mineure. C'est une région qui est entre l'Iran et l'Afghanistan où ça pousse, il y a beaucoup d'amandiers. Et c'est de là-bas que les gens ont pensé donc à préparer ce mets à base d'amandes qu'on réduit en poudre et avec on amasse avec de l'eau de fleur d'oranger. Voilà. Donc et ça a créé un mets ou une douceur très bonne. On raconte que les rois mages, d'après la légende, on dit que les rois mages, quand ils ont vu l'étoile du berger et qu'ils l'ont suivi, chacun d'entre eux avait quelque chose entre les mains, avait un cadeau pour ce nouveau-né. Hein, et on dit que un des trois mages portait justement une pâte d'amande qui est rentrée dans les us et coutumes bien après. Grâce aux Hébreux, c'est passé en Égypte. Grâce aux Égyptiens, c'est passé en Grèce. Grâce à la Grèce, c'est passé en Europe. Alors, l'arrivée des Arabes a apporté ce mets chez nous, et notamment la descendue des Andalous, donc jusqu'au Maghreb. Alors, ceci est pour l'harissa. Aujourd'hui, on trouve des couleurs. Elle peut être bois de rose, elle peut être vert, jaune, bleu, ce que vous voulez, mais à l'origine, elle était juste blanche, hein, n'est-ce pas? Alors, Manel nous dit c'est de la kefta. Oui, c'est de la kefta, mais on n'a pas trouvé l'harissa. On a ramené la kefta, mais c'est de la pâte d'amande tout autour. Je pense mais on a vu la vraie pâte d'amande, la vraie harissa. Mais quand vous dites kefta, tous ces noms sont très nouveaux et très récents. C'est vrai. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que c'est que le kefta? Il faut dire que c'est une farce enrobée de pâte d'amande. Mais bon, ça reste de la harissa, de la pâte d'amande. La harissa, parce que tout autour, il y a cette fameuse pâte d'amande qu'il faut laisser sécher. Oui. Mais il y a une préparation à le faire. Il y a des gens, il y a des connaisseurs, attention. Hein. Oui, et puis en région, on nous dit, il faut expliquer que c'est une pâte d'amande qui ne doit pas cuire. Elle doit sécher à l'air. Exactement, c'est ça. Ah bah je vois nous avons on est sûr, la régie. Moi, j'ai rien vu. Ça, c'est grâce à mes amis, il n'y a pas de souci. Alors, on passe à al-maqrout, si vous voulez bien. Ah oui. Alors, al-maqrout, au fait, on dit que c'est très maghrébin. D'accord? Oui. Il y a même du miel et c'est bon. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, présenté comme ça aussi, c'est une forme très algéroise. À l'intérieur, il peut y avoir donc de la pâte ou bien donc des amandes aussi. Les amandes, c'est plus récent que les pâtes. À l'origine, c'était la pâte de dattes. Voilà. Oui. Alors, je perds mon latin. Alors, en fait... Moi, je les préfère avec la pâte de dattes. Voilà. En fait, avec la pâte de dattes, et c'est plus originel. Pourquoi? Parce qu'on raconte que chez les Arlabides, donc à Kairouan, en Tunisie, les Arlabides avaient un royaume, il y avait une opulence, il y avait des viaducs, de l'eau, des bassins, des poissons rouges, tout ce que vous voulez. Leur capitale, c'était donc le Kairouan, et puis ils avaient ils allaient séjourner. Voilà, par exemple, ça c'est un maqrout à l'est algérien, et ça ressemble à l'origine, c'est-à-dire à celui qui est né justement à Kairouan. Donc, je disais que Ghaliba était à Al-Kairouan, donc vous pouvez visiter les bassins et la mosquée de Kairouan en Tunisie, et ils avaient leur résidence d'été à Palerme, d'accord? Donc, c'est eux qui ont introduit le palmier à Palerme. Ça, c'est entre guillemets. Mais un jour, il y a eu une très grande famine. Il y a eu une très grande famine, il n'y a eu pas plus, donc tous les bassins de Kairouan, les viaducs et tout, ça a séché. Et il y a eu une bonne récolte par contre de dattes. Donc la date, si on ne la conserve pas de crasse. Et eux, ils devaient trouver un moyen pour conserver la date en pâte. Donc, ils ont enroulé donc, la pâte de date, et ils l'ont enveloppée de quoi? De pâte de semoule, afin que les dattes à l'intérieur de la semoule restent fraîches. Mais en fait, c'était un mets préparé comme ça pour conserver la date. Et apparemment, la disette ou la famine a un petit peu tardé. Du coup, on l'a consommé comme ça. On a trouvé que c'était bon. Et c'est rentré dans les us et les coutumes. Une autre... On est passé à l'étape de la cuisson. Voilà, un autre mets est né. Ça a duré longtemps. Exactement. Ouais. Et après, il y a eu d'autres déclinaisons du maqrout. Et après, il y a eu toute une mode et c'est devenu maqrout. Alors pourquoi on l'appelle? En fait, c'est pas le maqrout,
ta. Si vous prononcez avec un ta, c'est très algérois comme prononciation. C'est comme beta ou fata, etc. Donc, en fait, c'est le maqroud. D'accord. D'accord. Le qaldo, c'est avec les deux premières incisives. D'accord. Ok. Je disais donc que c'était un gâteau, enfin pas un gâteau, mais c'était quelque chose de bonne fortune. Hein. C'était. Oui, ça coûte pas trop cher. Voilà. Il n'y avait pas de prix du tout. C'était juste pour garder la date fraîche à l'intérieur. C'est tout. C'était pour conserver. La création de la carantica, accidentelle. C'était juste aussi dans un contexte de guerre et de famille. Donc franchement, nous sommes très loin du fameux maqroud Zina ou Sultan al-Maïda, etc. Bon, ça c'est autre chose. Alors on passe à l'qtaïf si vous voulez bien. Alors l'qtaïf, Ramadan, Qa'da, etc. L'qtaïf, ça a été inventé par un médecin. L'qtaïf a été inventé par un médecin à l'époque omeyyade et non pas ottomane. Ça a été inventé à Damas, oui. À Damas, à une période très lointaine, donc aux première année de dynastie islamique, hein, et on va dire, donc il y avait le roi omeyyade, Abd al-Malik ibn Marwan, oui, on voit ici le qtaïf. Alors ça c'est, ouais. C'est fait au four. C'est fait au four ou la poêle, mais bon, faut dire que... À la poêle peut-être. Il faut dire que c'était pas ce qu'on pense, c'était pas véritablement un gâteau ou une douceur. Ça c'est fait à la poêle. Oui, ça c'est à la poêle. C'est pas vraiment ce qu'on pense, c'est un médicament coupe-faim. Pourquoi? Parce qu'on dit que le roi omeyyade, ou le calife omeyyade, Abd al-Malik ibn Marwan, était obèse. Il souffrait d'une grande obésité et qu'il ne cessait de manger. Il pouvait manger jusqu'à 4 poulets jour et énormément de miel, énormément de dattes, et d'amandes aussi. Donc il était véritablement obèse. Et là, il avait véritablement des problèmes de santé et le médecin a vu qu'il lui fallait un coupe-faim pour qu'il ne se dose plus. Alors, il lui a dit qu'il fallait manger une recette au lever du jour. Il fallait aussi la manger à la tombée du jour. Donc, plutôt. Et il lui a préparé cette recette. Donc, c'était véritablement le qtaïf, mais à l'intérieur, il y avait tous les fruits secs qui pouvaient exister dans la région. Il y avait des pistaches, des noix de cajou, des amandes. Et on dit même qu'il y avait des raisins secs. Donc c'était bourré. Et en plus, elle était enrobée, pas de sirop, mais justement, elle était baignée dans le miel pur. Et je peux vous dire que c'était lourd, hein, c'était une bombe. C'était bien dosé. Et ça cale, effectivement, ça cale. Moi, ils disaient, ouais, non, c'est bon. Et apparemment, ça a marché parce que Abd al-Malik ibn Marwan a maigri. D'accord. Du coup, et c'était bourratif parce que c'est tout de suite des sucres directs. Hein. Exactement. Et donc, ça coupait l'appétit. Ça coupait l'appétit. Et il y avait de l'énergie. Et le calife ne pouvait plus manger après et du coup, il a perdu du poids. Voilà. C'est une recette magique. Actuellement, c'est un bon mets. Il nous rappelle Ramadan, etc. Mais c'est très bon. Moi, c'est un des gâteaux que j'aime bien aussi. N'est-ce pas? Il faut savoir le faire aussi. Hein, maman sait bien le faire. En tout cas. Ma mère aussi. C'est beau. Ouais. Ça reste, je sais pas, c'est... Parce qu'il faut mettre beaucoup de beurre, en fait, au fur et à mesure. Il faut toujours qu'il y ait du beurre. On ajoute toujours du beurre sur les côtés, en haut. Et puis, ncharbouha mlih, exactement. Etc. Donc, il faut prendre son temps. Il faut tourner, retourner à chaque fois. كاين un adage que j'aime bien, يقول لك اللي يزرب على كسرته ياكلها خضراء. D'accord. Donc c'est bien dit. Il faut prendre le temps dans la cuisson. Exact. On passe à tcharek. Oui. Alors, tcharek, en fait, c'est un gâteau qui nous vient de Turquie. C'est un gâteau qui nous vient de Turquie et c'était un gâteau très prisé par les janissaires et on le retrouvait déjà au XVIe siècle à Alger. Donc d'où vient le mot tcharek? Donc tcharek c'est un mot turc et qui signifie le quart de lune. Le quart de lune, autrement dit el-hilal, le croissant lunaire. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a une forme de croissant, de demi-lune. Voilà. Donc c'est un croissant lunaire ou tchuruk, c'est-à-dire un quart de lune, autrement dit, à
le croissant. Et justement, quand les Ottomans ont perdu cette fameuse bataille avec, en Autriche à Vienne, alors les Autrichiens ont voulu, bien sûr, un petit peu par ironie, créer justement l'emblème de la pâtisserie turque, et ils ont essayé d'imiter donc le turc. Ils ont créé le croissant. Le croissant feuilleté avec la pâte feuilletée. Et ça a donné la viennoiserie. Donc ça devient. Vous voyez que c'est à l'origine, c'était le tcharek. Exactement. On termine avec le baklawa. On termine très vite avec le baklawa. Le baklawa qui est turc aussi. Turc aussi, qui est né à Topkapi. Donc si vous visitez Topkapi, pensez que à Istanbul, pensez que le baklawa est né à l'intérieur. On dit que le roi avait une servante qui portait le prénom de Lava. Et un jour, il lui a demandé, parce qu'il avait des invités, de lui créer quelque chose. Il en avait assez de voir toujours les mêmes gâteaux sur son assiette. Il lui a dit, ce qu'il y a là, il faut créer quelque chose qui on n'a pas vraiment le choix. Du coup, alors, et elle lui a créé quelque chose de très sympathique avec des amandes et puis du miel et tout. Et ça lui a plu. Et il a même dit à ses convives, alors, Baq, Lava, Nehbaidi. Regardez ce que Lava a fait. Regardez ce que Lava a fait. Donc, on a Nehbaidi, ce qu'elle a fait, et on a gardé Baq, Lava, c'est-à-dire regardez Lava. Ah, c'est magnifique, c'est beau. C'est à l'origine de, et c'est donc la rubrique de Siham Knouch ce matin. À l'origine, elle nous a raconté l'histoire de chaque appellation de gâteau et de leur origine, plus propre, bien sûr. Merci. C'était l'histoire qui se cachait derrière ce joli plat. C'était passionnant et on la sent gourmande. Ah bah écoutez, franchement, moi je vais garder. Tout de suite. On est nombreux sur le plateau. Exactement. Attention au kilo. Voilà. Merci beaucoup, Siham. Je t'en prie. Eh ben, on va voyager, continuer à voyager avec Radia, qui elle va nous emmener à Territ, n'est-ce pas? Tout à fait, le décor a été un petit peu planté juste avant avec justement Garda Diwan Béchar, ce groupe mythique de la région bécharoise et de la Saoura. Il existe aussi Lemma al-Bécharia, qui est très en vogue actuellement. C'est une troupe féminine qui est née dans la même région, donc et qui parcourt avec Souad Asla. Avec Souad Asla, avec aussi Bécharia aussi. Hasna al-Bécharia. Donc elles sont un groupe de femmes à évoluer, à utiliser aussi tout ce patrimoine immatériel de la région. Elle a eu cette générosité de voyager avec Souad Asla et de continuer à faire connaître cet art et cette musique. Elles ont fait une tournée carrément européenne et algérienne et qui a très bien marché. Donc voilà, elles ont été inspirées par leur région en fait. La région de la Saoura, on en a parlé déjà la semaine dernière, rappelez-vous, Amel, avec Bni Abbas. Bni Abbas qui est passé wilaya. Avec le nouveau découpage administratif. Autant que Timimoun, voilà, on félicite les habitants de ces régions qui vont pouvoir avoir un nouveau statut, peut-être un nouveau départ au sud de notre pays. Donc on reste sur Tarit. Tarit, l'enchanteresse. C'est ainsi que la qualifient les voyageurs de tout part. Et c'est aussi une des plus belles perles de la Saoura et du sud algérien. Je pense qu'on va avoir un petit extrait en image avant de continuer de parler de cette région. Cette belle caravane. Qui va nous emmener justement à Tarit et on va voir un extrait. Oui, on va voir un extrait. Donc, tout de suite, en image Tarit, on va planter le décor davantage, situer C'est un extrait du documentaire Algérie, Mémoire et Miroir. On y va à travers cet extrait.
De retour sur le plateau, on a pu voir donc cette belle perle du désert et puis la voix aussi de notre collègue Monsieur Sanhadri, Jamal Sanhadri. Voilà, belle donc voix. cette perle justement de la Saoura a plusieurs atours et il y a plusieurs raisons valables pour visiter cette région. On va en citer quelques-unes. Hein. Oui. On peut donc à Tarit visiter d'abord son Viursar. Le Viursar qui est vraiment le point le plus culminant de Tarit. C'est construit dans de la roche, en vieux toub millénaire, je dirais, puisque ce sont des bâtisses très anciennes qui ont commencé à être restaurées par les habitants de Tarit, justement, depuis quelques années. Et ils ont eu l'intelligence de les réaménager en gîtes, en maisons d'hôtes. Je pense que notre ami Siam en a visité quelques-uns. Moi, j'ai séjourné justement dans ce Viursar, dans un des hôtels qu'on verra tout à l'heure à la fin. Par exemple. Oui, voilà. Donc ça, c'est l'hôtel, justement. L'hôtel, comment on appelle ça, Yarbi? Ça, c'est la Saoura. Mais juste avant, on voyait le point le plus culminant de Tarit. Et c'est un hôtel qui s'appelle... Oh, ça va revenir. Oui, ça va revenir. Oui. Ça va revenir. Et, là, et donc, on domine tout Tarit. On domine tout Tarit à partir de cet espace donc, qui a été aménagé par un privé. Ce n'est pas un espace public, mais chaque maison a un cachet propre qui aussi renvoie à cette tradition. Tout est décoré dans vraiment l'esprit du Sud, avec aussi quelques touches modernes. Ça, c'est l'hôtel de la Saoura qui a été rénové et qui fait partie maintenant de la chaîne Al Jazair. Oui. Donc la chaîne Al Jazair qui a déployé donc, beaucoup d'efforts dans le sud algérien. On a de très beaux bijoux en termes d'hôtellerie qui permettent justement d'apprécier le repos. Et voilà, on voit là l'Ursar, voilà, on est au flanc du Ursar et à partir de ce prémontoire, on peut observer toute la palmeraie. On peut aussi de l'autre côté voir le grand ergue occidental et apprécier toute cette mer dunaire. Là, elle est couverte de neige, vous voyez? Oui, c'est incroyable. J'ai voulu amener cette image pour voir que voilà, on est en hiver bientôt, on sera en hiver bientôt et Tarit reçoit de la neige de temps en temps parce que c'est un climat quand même aride et sec. Incroyable. Et incroyable, donc voilà. On peut aussi profiter de cette belle palmeraie donc sur les rives de Oued Zousfana. Donc c'est un confluent de Oued Saoura donc qui va s'étaler donc sur des kilomètres. Bon, mais la palmeraie elle va sur une étendue de 20 kilomètres. On peut apprécier donc le temps dans cet espace paisible, verdoyant, à la végétation luxuriante. Je savais, je l'ai entendu réagir. Je savais qu'elle y était passée. On voit le toub justement rouge. Ces maisons traditionnelles qui ont été récupérées, cette architecture de terre, qui défie le temps, qui défie les outrages du temps, je dirais même, et qui permet aussi voilà, de raconter l'histoire de cette région, peuplée aussi par qui a été peuplée par des érudits, des saints hommes qu'on peut voilà, visiter dans leur Kouba. Là, c'est la grande dune, la célèbre grande dune de Tarit. Vous voyez comme elle est immense. J'ai jamais pu arriver jusqu'au sommet. Eh ben, moi non plus. je confie que moi non plus, je n'ai pas réussi. Mais regardez le nombre de personnes qui tentent d'arriver. C'est l'attraction de Tarit. C'est l'attraction phare de Tarit. Et bien sûr, là, on voit des personnes à pied, mais on peut la parcourir à dos de dromadaire. On peut aussi utiliser les squads. On peut utiliser le ski. On peut louer des skis et descendre justement jusqu'au bas de cette belle dune, de cette grande dune, qui a séduit d'ailleurs les organisateurs du festival Cannes Junior. Je ne sais pas si vous en rappelez. Donc, il y a eu un très beau festival qui a été créé à Tarit à l'effet de profiter de cet espace magnifique et magique. Et bien sûr, il y avait énormément de bivouacs lors de ce festival. Et c'est l'une des attractions aussi de Tarit. On peut apprécier le bivouac dans ces régions où il y a le grand ergue occidental qui le permet. Et le festival avait permis d'avoir des projections en plein air sur cette grande dune. Et les enfants, sous le regard des enfants de Tarit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement, c'est une oasis aujourd'hui très fréquentée, qui est une destination des plus prisée quand on parle du sud du pays. Pourquoi Tarit a été choisi autant par rapport à d'autres villes aussi?
Oui, parce que je vous ai dit, elle présente énormément d'attractions touristiques. On vient d'en citer quelques-unes, mais je ne sais pas si on a vu défiler les images des peintures rupestres aussi, des gravures rupestres. Donc il y a des sites rupestres vraiment d'une grande valeur qui ramènent jusqu'au lointain néolithique. Voilà, on voit quelques-unes. Oui, on les voit, ça y est. Et donc sur ces roches, on voit gravé, là c'est un éléphant par exemple, mais énormément d'animaux. On peut voir des autruches, on peut voir des girafes, vraiment des animaux qui ont disparu de notre pays, mais bien sûr les peuplements de cette époque néolithique ont tenu à raconter ces histoires, à décrire leur environnement. Donc on peut voir aussi dans deux sites différents, Tahtania et Barabi, donc ce sont deux sites qui couvrent jalousement leur mystère. Oui, c'est un des mausolées, il en existe plusieurs. C'est vraiment une terre une terre paisible, une terre où vraiment il y a énormément de liens très forts avec la spiritualité, et il y a aussi donc possibilité d'avoir un tourisme culturel. Un tourisme écologique, un tourisme culturel, un tourisme culturel. Tous les ingrédients sont là pour accrocher les visiteurs. Ils ont aussi un saint, donc c'est Sidi Abdelrahman à l'entrée de Tarit. Oui, juste à l'entrée de Tarit, avant d'arriver au Qsar sur la droite, sur le flanc droit. Donc on peut voir justement cette rouba qui attire aussi les visiteurs. On a aussi quelques comment dire, des habitants de la région qui ont choisi d'installer leur commerce, des petites boutiques d'artisanat. Mais justement, il y a eu tellement de monde qui partait vers Tarit, il n'y avait pas suffisamment de structures hôtelières qui suffisaient à tous. Et une des formules les plus intéressantes, c'est en dehors des hôtels. On a vu quelques hôtels. Oui. C'est Borj Tarit, c'est revenu. Ça y est, c'est revenu, bravo. Quand ça cale. Tout à l'heure, ça ne venait pas. Mais c'est Borj Tarit qu'on a vu tout à l'heure. Et il en existe d'autres, des gîtes et bien sûr des gîtes et des maisons d'hôtes, il y en a plusieurs, mais il y a aussi la possibilité de l'hébergement chez l'habitant. Et il y a cette tradition chez les habitants de Tarit de louer leurs appartements aux visiteurs, parce qu'en fait, en général, ils ont aussi dans la Palmeraie une petite maison, et donc ils cèdent volontiers leur appartement. Ça permet aussi aux familles de vivre de tourisme. Tourisme. Et ça permet aussi de fructifier. Et en même temps, rappeler la générosité tant reconnue et légendaire des gens du Sud. Absolument, elle est frappante. Autant à Bni Abbas, autant à Tarit, autant à Béchar. C'est vrai qu'on ouvre sa maison facilement dans ces régions. On reçoit le visiteur avec beaucoup de générosité. On se prête à l'exercice du guide, parce qu'ils ne sont pas tous guides, mais ils peuvent vous faire visiter la région avec beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse. Mais bien sûr, on peut aussi faire appel à des guides professionnels qu'on peut trouver au niveau de Béchar, on peut leur faire appel, et c'est beaucoup mieux comme ça. Il faut dire que l'hôtellerie n'est pas très chère quand même, à part, bien sûr, la chaîne de voyage qui a un standing à maintenir, mais c'est vrai que ce sont des petits hôtels, des 3 étoiles, 4 étoiles, et moins encore, mais qui permettent justement de recevoir à moindre coût les familles. C'est pour ça que c'est très prisé. C'est une région qu'on peut visiter. On peut aussi faire tout un périple pour arriver à Tarit. C'est vrai que c'est loin, c'est l'extrême sud. Ouest, non, c'est pas l'extrême sud-ouest, on est vraiment juste un petit peu plus bas que les hauts plateaux, et donc on peut faire le parcours en voiture, mais tout en visitant Naama par exemple. C'est un beau parcours. C'est tout un chapelet de Qsour dans la région de Naama on peut aussi passer par Timimoun et arriver à Tarit. On peut aussi passer par Béchar, par Oran et puis Tlemcen et redescendre. Connaît tout ça, ce parcours. Elle vous regarde, elle a eu une très belle expérience avec Tarit. Oui, parce que j'ai compté là-bas, au fait. J'ai raconté autour d'un feu de camp. Oh, magnifique. Dans une palmeraie la nuit. Et c'était autre chose. Les contes soufis. Contes soufis, oui. C'était des contes soufis. Donc l'ambiance s'est prêtée, le décor, tout était naturel. Celui qui préparait le thé, c'était une
d'une sérénité magnifique qui s'est donné envie de raconter. Eh bien, si on a un petit peu de temps, quand Radia va terminer, elle va nous raconter peut-être un petit conte comme ça pour nous replonger dans l'ambiance, n'est-ce pas? Vous êtes obligé à improviser. On va peut-être rappeler aussi ce qui se raconte autour de ce thé traditionnel. Le thé traditionnel qui est amer comme la vie. Oui. Les 3 thés, voilà. Il y a cette tradition au sud. On va vers la première tasse qui est très amère parce que voilà. Amère comme la mort, c'est cela? Non, la vie. La vie n'est pas toujours rose, n'est-ce pas? Oui. On reste sur l'idée du rose là. La vie peut être amère. Des fois, il y a énormément de luttes dans la vie. Et puis après, vous avez la deuxième tasse qui est forte, forte comme l'amour. L'amour peut être très fort aussi. Et puis après, il y en a qui disent le contraire. Il y en a qui disent doux comme l'amour, fort comme la mort. Et il y en a qui disent le contraire, doux comme la mort. Voilà, parce qu'il y a, je sais pas. Moi, je préfère dire qu'il commence avec le thé sucré, en allant vers la mer parce que en fait ça commence à se concentrer. Quand ça se concentre, c'est plus amer. Et il y a ceux qui disent que ça commence avec la mer et ça finit par le sucré. Donc on peut dire que c'est amer, fort, doux. Et il y a ceux qui disent doux comme la vie, fort comme l'amour et amer comme la mort. Exactement. Voilà. Et il faut absolument prendre les 3 thés. Oui, selon les guides. Mais il faut prendre les 3 thés. Chose que je ne savais pas la première fois que j'étais dans le sud. Je me disais, il est fort le thé. Hein. Et il était je ne pourrais pas en boire un deuxième. Pris à quelle heure, Amel? Le soir. Oui. Vous avez dormi après? Je ne me rappelle plus. Sûrement, parce que je devais être fatiguée, sûrement. Oui, parce que des fois, ça vous empêche de dormir quand c'est fort et tout ça. C'est vrai. Donc, mais c'est vrai que les soirées sont longues. Il faut dire que le soir, le ciel est très étoilé dans ces régions. C'est aussi propice à l'observation du ciel. Et c'est d'où le choix par les organisateurs de Cannes Junior à l'époque de ce site pour les projections en plein air, parce qu'on observe aussi le ciel en même temps. Et on profite des longues soirées autour de la grande dune de Tarit. Magnifique. Oui, et puis il y a des sports aussi qui sont... C'est la saison en tout cas. On est en pleine saison justement de tourisme saharien, et aussi on approche des fêtes de fin d'année, des vacances, des grandes vacances. Voilà, ça c'est des amateurs. Il y a un club de cross qui est très en vogue là-bas, et ce sont des professionnels qui viennent, qui séjournent à Tarit et qui pratiquent justement leur sport favori, et voilà, ces sports extrêmes, donc ils mettent à l'épreuve l'adrénaline, cet effort physique justement qui est très apprécié, parce qu'il faut dire que avant cette région était parcourue par le Paris-Dakar, et c'est vrai que depuis pas mal d'années ça a été suspendu, mais il y a d'autres rallyes qui sont organisés dans la part justement les Bécharois eux-mêmes, et il y a de très beaux parcours en 4x4 et en on en motocross. avait parlé dans de nombreuses émissions. Il y a des associations qui organisent ça régulièrement, donc et chaque ça se année. passe très bien. Ça se passe très bien. Il y a des femmes dans qui le participent. respect aussi de notre nature, notre patrimoine, donc saharien aussi. Tout à fait. Ça permet la découverte. C'est-à-dire qu'on pratique son sport favori, mais tout en découvrant des sites magnifiques. Les escales sont aussi surprenantes les unes que les autres. Et c'est vrai que c'est intéressant de dire à ceux qui ne le savent pas qu'on peut là-bas louer des skis, louer des squats, louer des motocross, louer des dromadaires, bien sûr, et tout est faisable à Tarit. Exactement. C'est en tout cas une belle découverte que vous nous avez offert ce matin. Oui, puisque les vacances, je le disais, approchent. Voilà. C'est une belle destination. Après Ibn Abbas, on a donc continué avec Tarit. Il y a eu Timimoun. Il y a eu donc voilà l'occasion de découvrir notre grand sud. On peut voir un deuxième extrait peut-être de Tarit. On y va? On y va à travers donc ces belles images. On va se faire plaisir. Tout au long des 18 km de Palmeraie de Tarit, 90 km au sud-est de Béchar, la route traversant cette oasis est bordée de dunes à l'est et d'une multitude de ruines en taube à l'ouest. Les 6 petits villages construits en dur ont fini par plonger l'Ersour dans l'oubli. Hormis le Vursar de Tarit,
Classés patrimoine national, d'autres bijoux de l'habitat saharien agonisent dans l'anonymat. De Brika, Berbi, Bakhti ou encore ceux de la falaise de Jbel Baroun ont tous été abandonnés par leurs occupants. Certains ont disparu, d'autres sont en ruine et les moins dégradés servent d'abri aux animaux. La falaise de Jbel Baroun, qui surplombe la Palmeraie, regroupait 37 qsars construits en toube au bord de la falaise. Aujourd'hui, il n'en subsiste plus que quelques pans de murailles à peine visibles depuis la route. Le qsar de la localité de Berbi était une grande citadelle qui bordait la route et s'enfonçait dans la Palmeraie. Aujourd'hui, l'état de délabrement du site ne permet même pas les visites touristiques à l'intérieur. Jamais restauré, ce qsar, qui n'est plus qu'amas de terre et de colonnes, a toutefois gardé son architecture originale, même à l'intérieur des habitations. Voilà, une architecture originelle, bien sûr en péril. Il faut absolument donc s'atteler à travailler sur la restauration et la préservation de ce patrimoine. C'est vrai que quand il n'est pas habité, le qsar aussi, il se dégrade, il n'est pas entretenu. Et c'est pour ça que les habitants se sont rendus compte que le fait de restaurer certaines maisons, ça permet aussi de maintenir le tissu au complet. C'est-à-dire que là, il y a différents gîtes, différentes maisons d'hôtes qui ont été créées après restauration de maisons vraiment des propriétaires ont relevé le défi de restaurer leur propre maison, leur propre demeure familiale et d'en faire justement. Et c'est dommage, dans le commentaire, on dit les visites ne sont même pas encore permises puisque ça c'est délabré. Si, on peut visiter, mais ça dépend. Le qsar de Tarit, on le visite. Là, il parlait d'une autre région, c'est la localité limitrophe, et c'est là où on trouve aussi les peintures rupestres. Et c'est vrai que le qsar Tarit est le mieux maintenu, le mieux préservé à partir de cette expérience des habitants qui ont bien voulu restaurer leurs propres habitations. Mais le plan de sauvegarde est en cours, mais il n'a pas encore été appliqué dans sa totalité. Tout à fait. Merci beaucoup, Radia. Il nous reste 1 minute juste pour laisser le temps à Siham pour nous raconter une belle histoire autour donc, de Tarit. Allez-y. Alors, autour de Tarit, non. Mais j'ai envie de raconter un petit conte qui parlait. C'était un conte soufi, donc, et on dit qu'à un temps où le meilleur ami du temps était le temps lui-même, Amel, régnait sur ce vaste monde un roi. Il portait le nom de Sulayman. Oh, c'était un roi viril, courageux, rigoureux. Tout le monde le craignait, mais il avait un cœur aussi. Il était amoureux d'une femme qui portait le nom de Boran. Et cette femme était belle. Elle était fraîche comme une menthe, belle comme une rose, et avait les cheveux en cascade, noirs comme la nuit. Elle était très très belle. Oui, mais le temps passe et les sentiments trépassent, rien ne reste comme avant. Et un jour, alors que le roi Sulayman regardait cette belle femme qui était juste à côté de lui, il lui dit: j'ai remarqué quelque chose. N'as-tu pas une tache dans ton œil droit? Oui, Boran avait toujours eu une tache blanche dans son œil droit. Il lui dit: mais pourquoi je ne l'ai jamais remarqué avant? Depuis quand tu as cette tache, Boran? Et Boran lui dit: depuis que tu ne m'aimes plus. Oh là 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 là. Triste fin, mais en tout cas, belle histoire. Ça prouve encore une fois que les mots sont forts et surtout l'histoire est réelle en tout cas. Merci beaucoup Siham pour cette belle conclusion. Merci Radia. Et puis on dit merci aux téléspectateurs qui nous regardent chaque matin dans Bonjour d'Algérie, qui nous suivent régulièrement. Et puis on dit une bonne journée à vous tous. On vous retrouve bien sûr avec grand plaisir dès 9h à partir du studio, dès samedi à partir de 9h du matin avec Mahrouz Rabia. Demain, il y aura donc Iman Mahrougras à partir de la station d'Oran. Et puis, on dit merci à la technique, bien sûr, de nous avoir accompagnés. Excellente journée à vous tous. Au revoir.